Alors, je vais commencer avec celui qui est le plus connu sûrement d'entre vous, parce qu'il c'est un peu le chouchou des médias. Ça me plaît bien de dire ça, vous voyez, ça me plaît bien, parce qu'on l'a vu un peu partout. Il a été un emblème. Il a été surtout, et je le dis sans, pas pour le flatter, mais une force de conviction. Et par moments, la force de conviction, elle transcende les codes, elle transcende, j'allais dire, vous savez, les codes de la télé, tout ça, avec un peu, au début, on doit dire ça, on doit faire ça comme ça. Et il a pas fait parler avec son cœur, avec sa tête, avec son expérience. C'est Pierre Priolet. J'aurais aimé que vous m'expliquiez ce qui vous a conduit dans une telle indignation que vous avez exprimée avec beaucoup de justesse, mais j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez ici. Pour moi, qui ne sais pas comment les prix se font et qui ne sais pas comment ça fonctionne, vous puissiez me donner une initiation. Voilà. Bonsoir à tous déjà. Alors, je ne sais pas pourquoi du tout je suis là devant vous. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis un bon client. Voilà. C'est uniquement pour ça que les médias vous invitent, parce que ils ont des bons clients et donc sur chacun des sujets ils en prennent un. C'est tombé sur moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais disparaître le plus vite possible. Uniquement parce que, si vous voulez, j'ai entendu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. J'ai entendu des médecins qui parlaient de la santé. J'ai entendu des gens qui parlaient de l'alimentation. Mais l'agriculteur, il est comme le médecin. L'agriculteur, il est lié à ses produits et à ses produits phytosanitaires, comme le médecin est lié à ses laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que j'ai toujours ce rapport. Moi, quand j'entends tout ce qu'on dit sur l'agriculture, sur les agriculteurs, j'ai cette peine profonde au fond de moi de me sentir accusé de quelque chose, alors que notre société, globalement, nos industries polluent 1 milliard de fois plus que nous. On n'en parle jamais. J'ai été sur le site du Tricastin, il n'y a aucune étude qui a été faite. On refuse d'analyser l'eau, on refuse d'analyser le sol. Si vous essayez d'acheter 1 hectare autour du Tricastin, on vous interdit. Areva va acheter le terrain. Donc, si vous voulez, ce sentiment d'être toujours l'homme qui fait mal, l'homme qui esquinte la terre, l'homme qui est en deçà de tout, il n'a rien compris. Ça me fait une violence extrême, parce que je sais que tous les copains, tous les jeunes qui sont là, tous les éleveurs, tous les gens qui font du lait, je vous assure, quand vous voyez les natures dans lesquelles vous pénétrez, quand vous voyez avec quelle harmonie la nature qu'on a plaisir à rencontrer est entretenue par des gens qui demandent rien pour ça, mais qui vous ravissent les yeux, qui vous ravissent le cœur, je me sens triste. Je me sens triste parce qu'on me réduit à quelque chose que je suis pas. Je suis pas un pollueur. Je suis là pour élever des fruits, pour faire que la nature donne le meilleur d'elle-même, pour la respecter. Et c'est vrai qu'effectivement, s'il y a des abus sur certaines cultures, qui sont des très grosses cultures, qui ne sont pas les nôtres, aujourd'hui en Provence, je peux témoigner de l'amour de mes collègues pour leur métier, l'amour de mes collègues pour le pays, de l'amour de mes collègues pour le paysage. Et chaque fois qu'on voit une terre en friche autour de chez nous, mais on est les plus malheureux. Que vous ne le voyez pas. Que si elles sont en friche, c'est parce qu'on crève de faim. Parce que tout le monde veut bien manger, mais personne veut nous permettre de manger dignement de notre travail. Il faut savoir que sur un fruit, il y a 80% de main-d'œuvre. On nous fait payer la main-d'œuvre à 12 € et on nous la paye à 3 €. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette indignation, elle vient de quelque chose qui est, mais qui est de mes tripes, de ce mépris d'une société qui nous adore et qui veut pas reconnaître la valeur de notre travail. Et de tout ça, on est face à un marché complètement abscon. C'est-à-dire qu'on répond à des règles de qualité, on répond à des normes, on répond à toutes les exigences que nous impose l'Europe, et notamment les industriels. Parce que plus ils nous imposent de normes, plus on est obligé, nous, d'investir, et plus on investit quand on nous achète nos produits en dessous du prix de revient, plus on se ruine. Donc, face à ces exigences qu'on nous pose, la seule chose qu'on nous dit, ah oui, mais ton produit, il est 20 centimes plus cher que l'espagnol, que l'italien, que le portugais, que tous ces gens qui n'ont pas nos obligations et qui n'ont pas nos frais, on nous dit ton produit est moins cher, est plus cher. Donc j'aimerais vraiment vous dire à tous que les agriculteurs, les jeunes, les plus anciens, ceux qui se sont battus pour ces terrains, ils se sont battus pour avoir une alimentation de qualité, une alimentation digne. Vous ne mourrez pas de faim parce que vous mangez nos pommes ou nos poires ou nos viandes. En parlant de poires,
J'ai lu dans beaucoup de choses ce que vous racontiez sur le prix de la poire. J'aurais bien aimé juste que les gens l'entendent, parce que c'est difficile à croire pour nous qui sommes de l'autre côté, et pardonnez-nous d'être de l'autre côté de la société, on est des gens qui consomment, et de savoir comment est-ce que ça fonctionne, justement, comment est-ce que ça fonctionne. Bon, le problème, c'est que aujourd'hui, nos sociétés, c'est spécialisé à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, quand j'ai commencé, ou 40, excusez-moi, ça passe vite. Il y a longtemps, quand j'ai commencé, ça va plus vite, on avait tout un commerce qui était organisé, et ce commerce, il a été complètement bouleversé par le système de la grande distribution, c'est-à-dire que l'État a tout fait, compte tenu de tout ce qui s'ouvrait, pour concentrer l'acte d'achat sur un lieu. Et donc, on a vu pendant des années des mairies qui donnaient un grand terrain agricole. D'ailleurs, toujours, maintenant, on nous reproche au terrain agricole que la société nous a piqué, et nous pique tous les jours, parce que bon, l'agriculteur, il n'a pas le droit de vendre son terrain, parce que bien sûr, c'est sacré, mais dès que la société en a besoin, elle nous pique nos affaires. Donc, ce commerce, il a été attaqué par cette grande distribution qui, au départ, était nos alliés. Et nos alliés, pourquoi? Parce qu'au départ, le jeu était joué. C'est-à-dire qu'avec l'acheteur, le melon commençait, on disait à l'acheteur, bon, semaine prochaine, on a du melon. Il mettait tout en branle dans ses magasins pour répercuter les quantités, baisser avec les prix. Et la grande distribution est devenue financière, uniquement financière. Aujourd'hui, ils gagnent plus leur vie sur nos produits, ils gagnent nos produits, et ils gagnent leur vie parce qu'on a nos produits. Ça change tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le rapport à l'argent du commerce qui fait le commerce. Et nous, là-dedans, pour vous parler des poires, quand on produit des poires, aujourd'hui, on a des organisations de producteurs, parce que l'Europe a un peu imposé on nous a demandé de nous restructurer, de nous rassembler. Et à ce sujet-là, les agriculteurs ont fait un effort énorme, aussi bien dans les filières. Ils ont essayé d'harmoniser un peu la manière de faire, la manière de travailler, et on s'est retrouvé face à cette grande centrale qui nous achète nos produits. Cette grande centrale qui n'ont pas forcément besoin de nos produits. J'avais un très grand responsable des grandes centrales qui m'a dit, mais Pierre, vous produisez 10 000 tonnes de tomates. Nous, on peut les vendre. On a les magasins pour ça. On sait faire. Mais Pierre, quand il y a 10 000 tonnes de tomates, moi, je vais faire 1000 de résultats. Si je les vends toutes. Eh ben, écoute. Moi, si je fais 1000 de résultats en achetant 1000 tonnes, j'ai moins de camions sur les routes, j'ai moins d'entrepôts, j'ai pas d'employés dans mes magasins, et l'avantage, Pierre, c'est que toi, tous les jours, il te reste 9000. Et tu vas me supplier tous les jours pour que je puisse t'acheter tes 9000. Donc avec un rapport comme ça, aussi inégal, aussi injuste, qui est en plus amplifié par les importations. C'est-à-dire même si on était à l'équilibre avec des marchandises françaises, ils feraient tout pour essayer d'établir une concurrence qui n'existe pas. Donc à partir de là, moi j'ai des poires. Ces poires, cette année, elles m'ont été payées 17 centimes. 17 centimes, un prix de revient pour faire une poire, au kilo, on parle au kilo bien sûr, c'est à peu près de 32 centimes à 37 centimes en fonction des exploitations. 37 centimes, ça c'est les prix de revient. Mon salaire, ça sera à peu près 30% de ce prix de revient, c'est-à-dire 11 centimes. 11 centimes du kilo pour vivre, pour exploiter mon exploitation, pour l'améliorer, pour mettre la technique qu'il faut. Nous, on en la paye 17. C'est-à-dire qu'en clair, chaque fois que moi, on m'achète une poire à 17, je perds de 23 à 28 centimes. Donc, cette année, sur une année comme on a vécu, on nous la paye 17. L'organisation de producteurs la met en normalisation, la trie, la met en plateau, en caisse. Ça coûte à peu près de 40 à 42 centimes. C'est-à-dire l'emballage, les femmes qui trient, la calibreuse, le frigo, ça coûte grosso modo 42 centimes. Elle va le vendre cette année, elle a vendu de 60 à 80 centimes. Mais l'organisation, elle prend ses frais, elle m'enlève les frais, et elle me dit, Pierre, voilà, il reste 17 centimes. Mais moi, ce qui m'a révolté le plus, c'est que je vends 17 centimes à des gens qui vont payer 50 centimes. Je comprends. Mais vraiment, je comprends parce que moi aussi, je suis avant tout nourricier. Mon travail, c'est pas de gagner de l'argent. Bien sûr que je dois gagner ma vie normalement.
Mais c'est pas pour... Si c'est dur, c'est aussi dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Mon problème, c'est qu'elle s'est vendue 2,50 € à 3 €. Mais je dis, mais quelle injustice pousse notre humanité à considérer qu'un travailleur doit travailler à perte? J'ai une question à vous poser. Il passe où ces sous? Là. Mais tout le monde le sait. Moi, je le sais pas. Alors, une fois que l'organisation de producteurs a vendu ses 67 centimes ou 80 centimes, ça part dans les centrales d'achat. C'est la grande distribution qui prend tout. Alors, mais juste, on avait invité aussi une grande distribution qui n'est pas venue. C'est juste pour dire. Voilà. Juste dire que nous, on voulait bien parler avec tout le monde. Non, mais ça, c'est pas ça qui me gêne le plus. C'est vendre pas cher à des gens qui vont pouvoir consommer un produit pas cher. À la limite, je le comprends. Mais vendre pas cher, être exploité comme on l'est, pour avoir des prix où les ouvriers peuvent pas s'acheter nos produits, mais ça me révolte. De voir autant de familles qui gagnent pas leur vie et qui sont pas capables d'acheter des produits que je donne. Mais ça me révolte, je peux pas rester comme ça. C'est impossible. Donc, si vous voulez, il y a une dignité qu'on est obligé de réclamer, c'est de dire, il doit être interdit en France, en Europe, dans le monde, de considérer que le travail à perte est une chose normale. De considérer qu'un être humain, sous prétexte que nous, on a un pouvoir d'achat, on doit lui mettre la tête sous l'eau, et tant qu'il crève pas, on continue. Un exemple simple, il faut savoir que sur 100 hommes qui meurent dans le monde, il y a 75 paysans. Et ça, quand même, c'est un constat, moi, qui m'affole. Ceux qui sont là pour nourrir la planète sont ceux qui meurent de faim. Mais où on va? Donc, avec mes copains agriculteurs, et moi je suis d'aucune chapelle, mais ces chapelles sont importantes. L'agriculture sans les CDJA, sans les FNSEA, on en pense qu'on a, sans le MODEF, sans tous ces syndicats, mais aujourd'hui ça serait une catastrophe. Donc tous, il faut un effort extraordinaire. Il faut savoir que tous ces gens qui se battent pour l'agriculture, ils le font malgré leurs exploitations. Les 3/4, ils passent plus de temps dans le syndicat que sur leur exploitation. Donc ils se battent pour que notre combat continue. Mais ce que je voudrais, c'est que tout le monde comprenne que quand on achète un produit, on a un pouvoir. Et le pouvoir, vous devez l'exercer en disant, est-ce que dans le produit que j'achète, le producteur gagne sa vie dignement? Monsieur Gomis, j'aurais aimé que vous nous racontiez, si j'osais, votre vie. En clair, votre vie professionnelle. Alors, je suis honnête, comme nous aussi on a un temps, vous pouvez me sauter un épisode ou deux, mais j'aurais aimé que vous me racontiez, vous êtes un agriculteur depuis longtemps, quelle a été votre évolution et comment les choses se sont passées? Alors, ma vie, aujourd'hui j'ai 51 ans, je suis agriculteur depuis 150 ou 200 ans. C'est-à-dire que mon père était agriculteur avant moi et mon grand-père aussi, c'était des maraîchers. Alors ils n'étaient pas de ce pays, c'était de l'autre côté de la Méditerranée, mais je suis issu de cette histoire. Mais assez rapidement, c'est-à-dire que quand j'ai été en âge de m'installer, après 10 ans de travail salarié, mon installation s'est faite sur une agriculture de type très spécialisé, comme disait M. Priolet. Donc je fus producteur de tomates hors sol. Alors, les gens qui sont dans la salle doivent sûrement savoir que les Bouches-du-Rhône sont le premier producteur de tomates en France, et qu'actuellement, quand vous mangez des tomates de la grande distribution, mais aussi sur beaucoup de marchés de la région, c'est beaucoup de tomates hors sol. Bon. Donc moi, je me suis installé dans ce type d'agriculture, parce que mon père était déjà là-dedans, et l'ensemble des collègues qui étaient là-dedans faisaient la même chose que moi, donc je ne me suis pas posé de questions, quoi. Alors on est entraîné par le Crédit Agricole qui vous prête de l'argent, on est entraîné par le syndicat qui vous dit mais c'est ça. On fait partie d'une élite en fait. Hein. Mais on n'a jamais été mis au courant du fait que l'Espagne va arriver, que le Maroc est là, et que bientôt la Pologne, tous ces pays, je veux dire, le marché devient très vite concurrentiel. Comme l'exprimait de façon très émotionnelle M. Priolet, on est confronté à la grande distribution. Moi, j'étais dans une grande coopérative.
ce qu'on appelle une organisation de producteurs, c'est-à-dire des producteurs qui se regroupent entre eux, qui ne vendent plus à un grossiste. Les grossistes n'existent plus. On ne fait que de parler des intermédiaires. Sachez que les intermédiaires n'existent plus. Seule la grande surface, la grande distribution et ces centrales d'achat achètent maintenant aux producteurs, que ce soit des producteurs de pommes, de tomates, en fait, de légumes. Je connais pas très bien la filière viande, donc je pourrais pas trop en parler. Et on s'aperçoit un jour que on est en faillite. Pourtant, on a bien fait son travail, on a bien suivi les consignes techniques du directeur de qualité de l'OP, et on est en faillite quand même. Pourquoi ? Parce que on a un prix de vente qui est inférieur à son prix de revient. Et là, l'agriculteur que je fus, parce que je ne suis plus cet agriculteur, il se pose vraiment beaucoup de questions. Et il se dit, qu'est-ce que je suis en fait ? Est-ce que je suis un industriel ? Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'étais un industriel de la tomate. Sur 1 hectare de tomates, je produisais 450 tonnes à l'année. Le process était bien calculé, il fallait chauffer à temps, mettre tant de CO2, mettre tant d'unités d'azote, tant d'unités de phosphore. Ah, attention, il ne faut pas parler de nitrate. On ne met pas des nitrates, on parle de l'azote. Non, c'est important. Nitrate, ça fait mauvais effet quand même. Bon. Et donc, on est un bon agriculteur, mais on est en faillite. Donc pour moi, ça a été vraiment un choc. Un choc parce que, on est une vraie merde, quoi.